Bienvenue dans cet épisode de la Digitale au carré, le podcast qui interroge la place du numérique en formation. Moi c'est Julie et dans ce nouvel épisode, nous allons aborder avec notre invité l'ingénierie tutorale. Stéphane Lebel, bonjour. Je suis ravie d'échanger avec vous dans le cadre de notre série de podcasts autour de la digitalisation en formation. Bonjour Julie, ravie également que vous m'ayez invitée. Stéphane, vous êtes ingénieur en e-formation, consultante indépendante spécialisée dans le domaine de la conduite de projets de formation mixte. Vous vous intéressez de près à l'accompagnement des apprenants dans le cadre de ce type de dispositif. Alors Stéphane, actuellement, nos dispositifs de formation s'articulent autour de temps de formation en présence et à distance. Dans ce cadre-là, il semblerait que la manière dont les apprenants sont guidés par les formateurs dans leur parcours d'apprentissage soit déterminante. Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet ? Oui, alors avant tout, il faut rappeler qu'une formation, qu'elle inclut du distanciel ou pas, du numérique ou pas, ça reste principalement une activité basée sur les relations humaines, sur la rencontre entre des individus, et cette rencontre est même au cœur des processus d'apprentissage. Alors à distance, cette rencontre ne va pas de soi, contrairement au présentiel, puisque les personnes ne sont pas physiquement réunies dans une salle. Il est donc nécessaire que les formateurs s'attachent à créer les conditions de la rencontre et de la relation pédagogique pour bien rompre l'isolement des apprenants et éviter leur découragement, voire même l'abandon de leur formation. D'accord, donc selon vous, en fait, l'enjeu majeur du tutorat à distance, c'est d'éviter les abandons. Oui, c'est ça. L'enjeu majeur du tutorat à distance, c'est bien d'éviter les abandons, de permettre aux apprenants de persévérer et ainsi de leur permettre d'atteindre leurs objectifs de formation. Alors, le soutien des apprenants dans leur apprentissage va aussi avoir un effet sur le développement de leur autonomie. Trop souvent encore, on a tendance à considérer cette autonomie comme acquise pour tout adulte entrant en formation à distance. Or, c'est loin d'être le cas. L'accroissement de la capacité de l'apprenant à exercer son autonomie est même à considérer comme un objectif transversal à toute formation à distance et c'est une des raisons d'être de l'ingénierie tutorale. Donc en fait, pour atteindre des objectifs de formation, moi je pensais qu'il s'agissait finalement davantage de proposer un dispositif cohérent dans lequel les activités pédagogiques étaient parfaitement alignées avec des objectifs pédagogiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors en fait, il ne s'agit pas de mettre en opposition l'ingénierie pédagogique et l'ingénierie tutorale. Elles se complètent et elles s'articulent. En effet, la conception d'un scénario tutoral permet de positionner les interventions tutorales sur le scénario pédagogique afin de faciliter le travail des tuteurs. Mais dans une formation à distance, un scénario pédagogique bien pensé n'est pas toujours suffisant pour engager les apprenants à réaliser les activités ou à consulter les contenus. D'où la nécessité aussi de bien réfléchir aux réponses à donner aux besoins de soutien des apprenants. Donc là, comme vous venez de nous le rappeler, l'ingénierie tutorale, elle vient s'adosser à l'ingénierie pédagogique pour favoriser l'engagement des apprenants et in fine limiter leur abandon. Ok, mais pourriez-vous nous préciser les contours finalement de cette ingénierie tutorale ? Oui, alors pour définir ce qu'est l'ingénierie tutorale, je vais me référer au maître en la matière et j'ai nommé Jacques Rodet, qui a écrit plusieurs ouvrages et billets de blog sur le sujet du tutorat à distance et dont j'ai suivi avec intérêt l'enseignement à l'université de Rennes. Alors que nous dit Jacques Rodet ? Il nous dit que l'ingénierie tutorale consiste à définir, concevoir, diffuser et évaluer les services d'accompagnement des apprenants d'un dispositif de formation en ligne ou hybride. D'accord, donc si je comprends bien Stéphane, l'ingénierie tutorale, ça s'inscrit dans un processus assez structuré qui demande aux formateurs de le penser lors de l'élaboration de leur dispositif de formation mixte. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. On ne peut pas laisser les tuteurs, aussi expérimentés soient-ils, seuls responsables de la qualité du tutorat. Il est donc judicieux que les services tutoraux soient pensés en amont de la diffusion de l'information et en s'appuyant sur un processus méthodologique précis. L'ingénierie tutorale constitue donc un cadre de référence qui permet de systématiser la démarche de conception des services tutoraux. J'ai eu la chance, moi aussi, de rencontrer Jacques Rodet, mais je me permets quand même de vous poser la question, même si j'ai un petit peu la réponse. Existe-t-il un modèle décrivant la démarche d'ingénierie tutorale ? Oui, tout à fait, Julie. Donc, Jacques Rodet a modélisé cette démarche en plusieurs étapes. Il s'agira tout d'abord d'identifier et de prioriser les besoins de soutien à l'apprentissage des apprenants, puis de formuler des réponses tutorales permettant d'y répondre et d'identifier les différents tuteurs qui les réaliseront. Cette première étape est ce que Jacques Rodet appelle le système tutoral et il doit être validé avant de démarrer la phase de conception pédagogique. Vient ensuite le scénario tutoral qui est le résultat de la conception des interventions tutorales et de leur positionnement au regard du scénario pédagogique. L'étape suivante est celle du plan de diffusion qui comprend la formation des tuteurs, la mise au point des outils de suivi de la relation tutorale et la détermination du coût des services tutoraux.
À ce stade, d'ailleurs, des ajustements peuvent être apportés pour coller au modèle économique de la formation. Donc, Jacques Rodet nous dit qu'il y a un système tutoral, un scénario tutoral, un plan de diffusion. Dans cet ordre-là, et à quel moment précisément doit-on réaliser ces opérations ? Bien, le scénario tutoral est conçu en parallèle du scénario pédagogique. Quant au plan de diffusion, il doit forcément précéder la diffusion de la formation, puisqu'il en conditionne le bon déroulement. Mais l'ingénierie tutorale ne s'arrête pas là, puisque Jacques Rodet identifie une 4e et dernière étape qui vient boucler le processus et intervient après la diffusion de la formation, et ça, c'est l'audit du tutorat. Alors, cet audit consiste à recueillir et analyser les bilans de fin de formation afin de mesurer la performance tutorale et éventuellement de mettre en place des actions, soit de révision du scénario tutoral, soit de mise à niveau des compétences des tuteurs, par exemple. Très bien, merci. Donc, c'est beaucoup plus clair. Est-ce que vous auriez, Stéphane, des conseils à donner aux formateurs pour assurer un tutorat à distance efficace ? Oui, alors tout d'abord, c'est pas parce que vous êtes un bon formateur en présentiel que vous serez un bon tuteur à distance. Les compétences en jeu et les postures ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, je recommanderais donc à un formateur, avant de se lancer dans des missions de tutorat à distance, tout simplement de se former ou de s'auto-former pour adopter les bonnes postures, notamment pour investir ces fonctions dites socio-affectives, savoir créer de la présence à distance, savoir créer une dynamique de groupe à distance, savoir personnaliser le soutien à l'apprentissage. Par ailleurs, en tant que tuteur à distance, comme les apprenants, vous pouvez ressentir un certain isolement. Donc, le deuxième conseil que je donnerais, c'est n'hésitez pas à vous rapprocher d'autres tuteurs pour partager non seulement vos pratiques, mais aussi vos doutes, vos questions sur cette relation un peu nouvelle et un peu particulière. Un troisième conseil peut-être serait d'ordre organisationnel, celui-là. Alors, lorsqu'on a une activité de tutorat à distance, qu'il soit collectif ou individuel, on peut être vite dépassé par les sollicitations, donc les interventions réactives qu'on va devoir effectuer en supplément des interventions proactives déjà planifiées dans le scénario tutoral. Il est donc nécessaire de poser un cadre dès le début avec les stagiaires ou les étudiants et de bien s'organiser, notamment en traçant ces différentes interventions tutorales. Alors Stéphane, excusez-moi, je me permets de vous couper, mais est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu ces interventions réactives et proactives ? Oui, alors le tuteur intervient de manière proactive lorsqu'il le fait de sa propre initiative, afin de prévenir les besoins de soutien. On dit qu'il fait circuler des signes de présence, ce qui permet de rompre l'isolement des participants. Le plus souvent, ces interventions tutorales proactives sont écrites d'avance et liées au scénario pédagogique. En revanche, lorsque le tuteur intervient à la suite d'une sollicitation d'un ou plusieurs apprenants, on parle plutôt d'intervention tutorale réactive. Très bien, ça me paraît très clair. Donc, deux manières d'envisager des interventions tutorales. Une dans l'anticipation, on est sur les interventions proactives, et une en réponse finalement à une demande d'intervention. Et dans ce cas-là, c'est dit une intervention réactive. Voilà, oui, c'est tout à fait ça, Julie. Très bien. Alors, pour poursuivre peut-être sur les conseils à donner aux tuteurs débutants, je donnerai un 4e conseil qui est lié à la technique. Le tutorat à distance suppose de maîtriser les outils de communication d'aujourd'hui, avec lesquels les apprenants, notamment les jeunes, sont familiers. Alors, il est donc nécessaire, là aussi, de développer ces compétences technologiques. Alors, je dirais compétences technologiques au sens large, car savoir utiliser les applications pour communiquer à distance est une chose, mais aussi, il faut savoir les utiliser à bon escient, c'est-à-dire choisir le bon moment, plus exactement le bon outil au bon moment. Le tuteur à distance doit aussi, le cas échéant, pouvoir s'adapter aux fonctionnalités prévues pour échanger des LMS, donc des Learning Management Systems, plateformes d'apprentissage. Donc, soit c'est des systèmes, c'est des fonctionnalités synchrones, comme les classes virtuelles, soit des fonctionnalités asynchrones, comme les forums en ligne. Alors, quelle différence vous faites entre synchrone et asynchrone ? Synchrone, c'est lorsqu'on est en direct entre apprenants et formateurs, un petit peu comme le présentiel d'ailleurs. Donc, on retrouve les conditions du présentiel. Et asynchrone, c'est la même manière de communiquer que quand on communique avec un chat, un WhatsApp, avec ses amis. C'est-à-dire, donc, on n'est pas en direct et la réponse peut être apportée de manière différée par le formateur à une question, une sollicitation d'un participant. Super, merci Stéphane. Donc là, j'ai noté 4 conseils pour finalement aider les formateurs à s'inscrire dans cette démarche d'accompagnement tutoral auprès des apprenants. Donc, à savoir, se former notamment sur leurs fonctions socio-affectives, c'était votre premier conseil. Ensuite, s'inscrire dans une pratique réflexive, individuelle mais aussi collective.
bien choisir et maîtriser les outils retenus pour mettre en œuvre finalement cet accompagnement et enfin formaliser de manière structurante les interventions tutorales auprès des apprenants. Alors, est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner aux formateurs qui hésitent encore à s'inscrire finalement dans cette posture tutorale à distance ? Oui, alors à ce moment-là, un dernier conseil, ce serait de dire aux tuteurs débutants que comme toute fonction dans laquelle on débute, on fait des erreurs. Au début, on tâtonne. Donc, comme on a vu, l'efficacité d'un tutorat à distance, c'est un savant dosage entre des interventions réactives qui répondent aux sollicitations des apprenants et des interventions proactives qui, elles, ne sont pas toujours demandées par les apprenants. Alors, on peut des fois se demander si on en fait assez, si on n'en fait pas trop, en somme, si on est à la bonne distance. Donc, il faut à la fois répondre aux besoins des apprenants, mais sans les mettre trop dans un état de dépendance qui ne leur permettrait pas d'exercer leur autonomie. Et donc, je dirais que le rôle de tuteur à distance est un rôle qui demande de faire preuve d'un peu d'humilité, d'être capable de se remettre en question et qui demande donc un peu de persévérance. Merci Stéphane. Cette discussion autour de l'ingénierie tutorale dans le cadre d'une formation mixte a été extrêmement intéressante. Au revoir Stéphane et n'oubliez pas, vous êtes les formateurs de la e-formation de demain.